Bonjour, bienvenue ici au Centre des Congrès de Nancy. Merci d'être nombreuses et nombreux ce matin. Nombreux à la fois ici dans cette salle et puis à distance, puisque nous avons une partie retransmise pour les personnes qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui pourront tout de même me poser quelques questions aujourd'hui. C'est le principe aussi de ce type de rencontre, pouvoir intervenir ici également dans la salle. Vous avez vu, il y a des micros sur pied. On pourra avoir quelques échanges. Malgré une journée assez serrée tout de même, assez complète, ça va être très chargé, surtout ce matin. Une journée qui se partage entre témoignages autour de Parceo. Nous allons avoir un point sur la grande question de l'identito-vigilance, un point essentiel. Nous évoquerons d'autres thématiques comme la question du transfert des images et de la sécurité numérique, puisque dans tout ça, évidemment, le numérique, c'est un beau projet qui rend énormément de services, qui est indispensable pour les parcours et le lien ville-hôpital, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, puisque c'est la thématique. Mais c'est aussi un lieu de quelques dangers, et il faut pouvoir prendre des mesures pour s'écarter de ces risques. Voilà un petit peu le programme, avec surtout les ateliers fin de matinée, début d'après-midi, que vous avez dû choisir en amont. On se retrouvera à la pause de 12h40, on va dire, plutôt que 12h30, pour échanger également pendant cette pause, pourquoi pas, autour du numérique. Pour l'instant, c'est le départ de cette journée, donc à nouveau, bienvenue. Et je demande pour cette introduction le docteur Véronique Guillotin, si vous voulez bien vous rapprocher du pupitre, présidente de la commission Santé, Citoyenneté et Solidarité au Conseil régional Grand Est. Bonjour, docteur Guillotin. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le directeur de Pulsi, monsieur Jonathan Lotz, monsieur le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie, monsieur le représentant de l'ARS, mesdames, messieurs les représentants des établissements sanitaires et médico-sociaux, les représentants des CPTS que j'ai également croisés ce matin et les ESP, mesdames, messieurs, les professionnels de santé dans votre ensemble et les personnel de santé du secteur de la e-santé, puisque c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc déjà, mes excuses pour une voix un petit peu éraillée, mais je pense que je vais quand même réussir à aller au bout des quelques minutes, je ne vais pas être très longue. Vous dire que je suis déjà ravie à nouveau d'intervenir sur ces journées organisées donc par Pulsi sur la e-santé, et aujourd'hui le thème étant le numérique au cœur du lien ville-hôpital, et on sait ô combien effectivement c'est un lien à tisser, et remettre le numérique au cœur de ce lien est une chose importante. C'est la 6e édition, je crois, monsieur Lotz, de cette journée e-santé, et effectivement, je voulais vous dire déjà que ces journées sont éminemment importantes, et puis excuser en tout premier lieu le président du conseil régional, Franck Leroy, qui n'a pas pu être présent parmi vous, mais qui vous transmet ses chaleureuses amitiés. En mon nom et au nom de la région Grand Est que je représente aujourd'hui, je tiens également à féliciter le GIP Pulsi pour l'organisation de cet événement, qui a réussi à mobiliser en présentiel, mais également en visio, un nombre important d'acteurs du secteur. Si nous sommes réunis aujourd'hui, je pense que c'est avant tout parce que nous avons l'intime conviction, pour aller plus loin, la certitude collective que la e-santé est en mesure aujourd'hui de relever une partie des enjeux de l'accès aux soins et de l'accès aux services de santé, et relever également les enjeux du parcours de soins. En mesure d'améliorer l'accès pour tous, grâce à la téléconsultation par exemple, qui contribue à une meilleure couverture territoriale et à la région Grand Est. Nous sommes très attachés à la couverture pour tous, et à ne pas laisser des zones de ruralité aujourd'hui éloignées de l'accès aux soins. C'est ce que l'on entend quand même de manière à peu près régulière chez nos concitoyens tous les jours, même si on le sait tous ici, le milieu urbain n'est pas exonéré de ces difficultés. La e-santé, elle est également en mesure d'améliorer le quotidien des professionnels de santé. Je pense que vous êtes là aujourd'hui pour échanger sur le sujet, en permettant d'accéder à un environnement à la fois moderne, un environnement numérique, un environnement sécurisé, qui est cohérent et intégré, qui facilite la coordination entre les professionnels de santé. La e-santé est en mesure d'optimiser l'expertise. On l'a vu, quelques photos assez parlantes en fait. Bravo pour le petit film qui montrait, qui est sorti de la téléconsultation et qui montre bien tous les enjeux. Et sur les enjeux de la téléexpertise, il y a un enjeu vraiment important à relever. Et puis, la e-santé est également un sujet qui me tient à cœur, car il permet également, et je crois que c'est un pan à développer, de mettre la prévention au cœur de son système. Et je crois que vous avez un petit sujet sur la médecine du travail.
Voilà, c'est tous des sujets qu'il est aujourd'hui important, des chantiers d'ouvrir et d'accélérer. Mais le plus important dans ces solutions qui ont vu le jour, c'est qu'elles ont toutes le même objectif et la même vocation, c'est-à-dire permettre aux patients de bénéficier d'un parcours de soins cohérent, efficace, au plus proche des territoires. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le manque de professionnels de santé, et surtout le manque de médecins, je crois que c'est cette coordination autour du patient, avec la montée en compétence des professionnels et cet outil, qui va permettre, je crois, d'être au plus près des besoins. Et il faut inverser, je crois, la réflexion et la poser autour des besoins et peut-être pas autour de l'offre, comme ça a été fait aujourd'hui. Et la crise Covid, dans sa grande intensité, nous a permis, même si elle s'est éloignée, en tout cas d'identifier l'e-santé comme un véritable outil d'aménagement du territoire en santé. Elle l'a révélé. Et je crois que ça a été une des belles leçons que nous devons retenir de cette crise. Alors, on s'en est emparé avec la région Grand Est assez rapidement, aux côtés de l'État et de l'assurance maladie, dans le cadre d'une feuille de route que l'on a posée. Je tiens à préciser que notre territoire, on peut en être fier, dans ce domaine, a fait preuve d'exemplarité, d'innovation, puisque nous avons été la première région à nous mettre en marche ensemble pour pouvoir travailler sur cette feuille de route télémédecine. Et je profite donc de cette tribune pour saluer les partenaires avec qui nous avons pu entretenir des relations de travail quotidiennes et de confiance. Convaincue des bienfaits de la télémédecine, la région a mobilisé un budget sans précédent, 2,25 millions d'euros, c'est pas rien, sur des fonds régionaux et autant sur des fonds européens qui nous permettent d'atteindre aujourd'hui, mais ça sera peut-être mieux dit par Monsieur Lotz, à peu près 200 sites de télémédecine d'ici fin 2024. J'en profite pour faire un petit pas de côté et dans une période un peu chahutée, voire troublée, peut-être rappeler l'importance qu'a eu en tout cas l'Europe et les fonds européens sur ce développement de la télémédecine et que nos partenaires européens dans la santé, nous avons collectivement également un rôle à jouer. La première feuille de route télémédecine arrive globalement à son terme. Comme je l'ai évoqué précédemment, nous avons, je crois, réussi à atteindre un déploiement de grande ampleur qui, malgré tout, il faut aussi être il faut être franc et réglo entre nous, qui a connu quand même des difficultés de démarrage. Peut-être on a espéré, on a pensé aller plus vite, mais bon, on voit bien que ça a été un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, nous sommes persuadés que nous sommes sur la bonne route et nous devons continuer cette amplification. La mise en place de solutions organisationnelles, pourquoi ça a été difficile ? C'est pas très compliqué, parce que c'est simple la télémédecine. En tout cas, l'outil technologique est pas compliqué. Il est là, il est connu depuis longtemps. C'est pas une innovation. L'innovation, c'est l'organisation des professionnels autour de cet outil. Et c'est pour cela aussi que c'est compliqué. Mais d'un côté, ça montre la complexité des choses et peut-être le fait que ça se déploie pas aussi vite. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est très rassurant et ça doit être le message aussi. Et je crois que ça a également été dit. C'est qu'en fait, l'outil d'e-santé, peut-être, a permis comme jamais de fédérer autour de lui des professionnels médicaux, paramédicaux, toutes les organisations des soins, les soins de premier recours, la téléexpertise, les spécialistes, les médecins généralistes, et puis la médecine un peu éloignée des grands centres, je pense comme ça, de manière très à la télétransmission, par exemple, d'images radiologiques, où c'est pas évident d'avoir une expertise radiologique partout. Et par contre, faire des radios, les télétransmettre, la e-santé, c'est en fait tout ça. Donc oui, c'est complexe. Oui, peut-être qu'on espère aller plus vite, mais en tout cas, il y a un message à retenir, c'est qu'elle a permis de fédérer et elle garde un visage éminemment humain. Donc moi, vous l'aurez compris, je reste positive et je pense qu'avec tous les partenaires, si nous sommes ici, c'est pour cela, volontariste. Et c'est pour cette raison que nous engageons cette deuxième feuille de route avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'optimisme pour cette feuille de route de 2024-2026 pour laquelle nous poursuivrons à vos côtés le travail engagé. Je tiens à nouveau à féliciter Pulsi pour l'organisation de ces journées, à vous remercier, vous les acteurs, et à vous féliciter pour le travail que vous faites au quotidien et l'intérêt que vous avez apporté sur cet outil technologique, mais cette organisation des soins. Et puis vous souhaitez bien évidemment une excellente journée, d'excellents échanges. Nous serons à vos côtés. Je ne serai pas plus longue. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci, docteur Guillotin. Nous entendrons tout à l'heure Jonathan Lotz. Nous avons enregistré Maxime Rouchon qui ne pouvait pas être là ce matin, mais qui nous a laissé un message vidéo, qui est donc directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, directeur également et coordonnateur de la gestion du risque Grand Est à la caisse primaire d'assurance maladie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette journée En avant l'e-santé. Cette année, le thème retenu, c'est le numérique au cœur du lien ville-hôpital. Tout d'abord, je souhaiterais souligner l'engagement depuis de nombreuses années de l'ARS Grand Est, de l'État, de la région, mais également des unions des professionnels de santé et de Pulsi et de l'assurance maladie autour du numérique en santé. Un des enjeux est de pouvoir développer l'usage de ces outils, de ce numérique. Et un des principes forts que nous avons retenus, c'est que si on veut l'implanter, on va dire, il faut l'inscrire dans les process de soins, dans l'organisation des soins, ce qui nécessite que lorsque l'on développe des outils ou lorsqu'on a un projet autour du numérique, on puisse associer les utilisateurs, les professionnels de santé, notamment dans la rédaction du cahier des charges et des besoins fonctionnels qu'ils en attendent. Un autre des enjeux de ce numérique au service du lien ville-hôpital, c'est tout d'abord de fluidifier les parcours ou la prise en charge des patients, d'améliorer la qualité de cette prise en charge, mais aussi de pouvoir être plus efficace et de pouvoir libérer du temps aux soignants, aux offreurs de soins. Et en tout cas, c'est un des objectifs du déploiement du numérique en santé. Alors, on a dans l'environnement deux écosystèmes, finalement. On a un environnement numérique autour de l'hôpital à travers le dossier patient informatisé et les plateformes d'intermédiation. Et de l'autre côté, vers la ville, on a un espace numérique qui comprend notamment les piliers, à savoir mon espace santé avec le DMP, et puis la messagerie sécurisée santé. Et l'enjeu, c'est de pouvoir faire dialoguer et de pouvoir transmettre, fluidifier ces échanges d'informations entre ces deux écosystèmes. Et les solutions, elles peuvent résider dans des outils de e-parcours, dans des plateformes d'échange. En tout cas, c'est des sujets sur lesquels nous reviendrons tout au long de la journée. Important d'identifier aussi les limites, les contraintes, mais de mettre en avant aussi tout le chemin qui a été parcouru pour faire du numérique un vrai lien ville-hôpital. Je vous souhaite donc une bonne journée. En avant l'e-santé. Voilà pour l'intervention de Maxime Rouchon. Merci Jonathan Lotz, directeur de Pulsi. Chères Pulsiennes, chers Pulsiens, bienvenue à cette journée En avant la e-santé. Pulsi, c'est effectivement un groupement d'intérêt public, c'est avant tout vous qui y contribuez. Et je me réjouis qu'on ait cette journée ensemble de partage. J'ai balayé, avant que vous arriviez, le registre des inscrits. Je ne sais pas si nous sommes au complet, je le saurai tout à l'heure, mais en matière d'inscription, on comptabilise 180 personnes inscrites en présentiel, 70 en distanciel, donc une forte participation, et merci pour ça. Vous l'évoquiez, et merci pour vos propos introductifs, Madame Guillotin. Maxime Rouchon à distance également. Le sujet du jour est le lien ville-hôpital. Ça fait plusieurs années qu'on traite le sujet des socles et une approche par la technique. Et à présent que les outils sont à disposition, sont prêts et sont opérationnels, depuis quelques années, eh bien, on traite la question de l'adoption, des organisations, des nouvelles façons de travailler ensemble. En matière de représentativité, je vais vous faire un petit peu participer, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on a des professionnels de santé présents dans la salle? Merci à vous. Et est-ce qu'on a, alors on peut lever la main 2 fois, ça peut arriver. Est-ce qu'on a des hospitaliers dans la salle? Merci. Est-ce qu'on a des acteurs du médico-social avec nous?
C'est à peu près équilibré. Est-ce qu'on a des patients dans la salle? Je rappelle qu'on peut lever la main plusieurs fois. Très bien. Eh bien, cet écosystème, et j'oubliais, et je prends un risque, est-ce qu'on a des institutionnels dans la salle? Merci à vous. Voilà, cette communauté, quand on parle de lien ville-hôpital, eh bien, elle témoigne que c'est avant tout une affaire de vouloir fonctionner ensemble, vouloir coopérer. On parle j'entends parler du besoin de renforcement du lien ville-hôpital depuis que j'ai commencé dans l'e-santé, à peu près 10 ans. J'entendais déjà cette notion être évoquée. Et au fil des échanges, il est même arrivé qu'on me reprenne, en disant non, c'est pas le lien ville-hôpital, c'est le lien hôpital-ville qu'il faut qu'on travaille. C'est le lien hôpital-ville-hôpital qu'il faut travailler. On peut se questionner sur le lien ville médico-social, hôpital médico-social. Le seul vecteur commun dans toutes ces notions, concepts, terminologie, c'est le mot lien. On ne parle pas de coopération ville-hôpital, on parle de lien ville-hôpital. On ne parle pas de communication entre la ville et l'hôpital, ou de coopération, on parle de lien. Alors, si on réfléchit un instant, le lien, le terme, on parle de lien du sang, on parle de lien sacré du mariage, on parle de lien dans différents contextes. C'est parce qu'on comprend bien, en exprimant ce terme, lien ville-hôpital, que le besoin dépasse la simple communication, l'échange d'informations. On est dans une logique où on attend de pouvoir soigner ensemble, de partager toute l'information et dans des délais qui soient cohérents avec le besoin. Vous l'avez évoqué également, Madame Guillotin, on est confronté à des enjeux de santé que nous connaissons, qu'on essaye d'objectiver, auxquels la feuille de route de télémédecine cherche à répondre en matière d'accessibilité aux soins, de répartition des accès aux soins. Si on s'arrête 2 minutes, on a une estimation, alors c'est une première estimation, le modèle est à consolider, mais on estime qu'en fin 2024, nous aurons perdu de l'ordre de 800 à 900 médecins généralistes dans la région. C'est la même proportion, le même ordre de grandeur pour les médecins spécialistes. Sur les consultations en médecine générale, ça représente 3,6 millions de consultations estimées perdues sur l'année, pour une population de 5,5 millions. Donc on comprend assez vite qu'on a un enjeu qui ne relève pas que de la qualité des soins offerts aux patients, mais de la possibilité du système à tenir face à cette démographie médicale préoccupante. On a également une population qui vieillit. On a, on le sait, des maladies chroniques qui augmentent et donc, de fait, des besoins de consommation de soins qui vont accroître. Et donc, face à ces enjeux de santé, face par moments à un mécontentement politique qui peut s'exprimer, eh bien, on sent bien qu'il faut que Pulsi, dans l'ensemble que nous représentons, soit au rendez-vous. L'équipe Pulsi est au service de ça. Notre région est exemplaire sur ce point-là. Pour avoir des responsabilités interrégionales, je peux assez aisément en faire la comparaison. On a une culture en Grand Est très appréciable, et je m'en réjouis, du savoir travailler ensemble. Savoir travailler ensemble entre professionnels de santé, quel que soit le secteur. Je rappelle qu'on a une inter-CPTS qui s'est constituée. On a des interactions ville-hôpital qui sont concrètes, qui travaillent autour de nos sujets, des questions de déploiement, des configurations de parcours, des filières de télémédecine, de téléexpertise pertinentes et à prioriser. On a des institutionnels qui, de longue date, instruisent les appels à projets en commun, ensemble, et nous soutiennent dans ces actions à chaque étape et sur chaque thématique. Durant cette journée, on va échanger donc, autour de ce lien ville-hôpital, autour des vecteurs communs que porte Pulsi. On va parler de Parceo, on va parler de messagerie sécurisée de santé, on va parler de socles nationaux, on va parler de partage d'imagerie médicale et des filières associées.
On va également parler des actions en matière de cybersécurité, d'identitovigilance, qui sont des prérequis indispensables au fait qu'on adopte en pleine confiance les outils proposés. On compte aujourd'hui 12 500 utilisateurs actifs de Pulsy, des services Pulsy, c'est-à-dire des utilisateurs qui se sont connectés au moins une fois dans le mois. C'est un chiffre qui a quasiment doublé depuis la constitution de Pulsy. En matière de parcours, si on se concentre là-dessus, on approche les 5000 utilisateurs. On crée actuellement 1500 dossiers de coordination autour d'un patient par mois et on atteint 25 000 dossiers qui sont aujourd'hui créés. Donc ces outils ont fait la preuve de leur opérationnalité, ils sont disponibles. À présent, nous devons renforcer les liens en traitant les sujets des organisations, en travaillant avec vous la bonne implémentation. On sent des réticences, et elles sont légitimes, à être dépassées par le nombre de sollicitations, et donc il faut que l'outil soit bien au service d'une fluidité existante et qu'il ne soit pas un asservissement supplémentaire, comme on pourrait y parvenir si on n'y était pas vigilant. Je vous souhaite une bonne journée de partage et d'échange sur En avant la e-santé et profitons-en pour des échanges, des partages et des liens, car cela commence à travers nous. Merci à vous. Merci. Merci Jonathan Lotz. Bon, allez, en avant donc le lien ville-hôpital qui est notre sujet aujourd'hui. Alors, si jamais de temps en temps je regarde des écrans, c'est pas du tout par négligence, hein, c'est parce que je surveille ce qui va se dire aussi sur le webinaire. On entame cette matinée, vous l'avez vu sur mon programme, avec Parceo avec plusieurs intervenants et intervenantes. On va le faire un peu en deux parties. J'appelle Claire Bernier, qui est coordinatrice de la CPTS Val de Suippes. Laïla Dragota, qui est infirmière en pratique avancée au CHU de Reims. Julie Samois, coordinatrice de parcours complexe pour le DAC 51. Hilde Bier, qui est directrice des services numériques au CHU de Reims. Et puis nous avons en visio, en direct, le docteur Lucas Croisier, Céline Lucas Croisier, qui est praticien hospitalier en endocrinologie, diabétologie et nutrition au CHU de Reims et qui normalement doit être en direct. On va lui faire un petit bonjour déjà pour commencer, déjà pour nous assurer que tout marche bien et pour l'intégrer à notre discussion dès le départ. Et puis on la retrouvera tout à l'heure pour son témoignage. Docteur Lucas Croisier, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour, merci de participer à cette matinée. On vous reçoit parfaitement et on reviendra sur votre expérience d'ici quelques minutes. On va commencer par des exemples extrêmement concrets. Claire Bernier, Laïla Dragota. Alors, Laïla Dragota, vous travaillez d'ailleurs avec le docteur Lucas Croisier. Hein. Vous êtes dans le cercle de soins. Claire Bernier, on commence avec votre témoignage. On va tout simplement regarder ce qui se passe sur le terrain. Vous êtes kiné. Tout à fait. Kiné uniquement à domicile, donc voilà. Énormément de personnes âgées. Et vous intervenez, oui, voilà, pas mal autour au bénéfice de personnes âgées. On va prendre un cas fictif, si vous voulez, pour nous parler un petit peu du parcours. Comment ça se passe concrètement sur le terrain, les liens finalement entre professionnels de santé. Il y a aussi le médico-social. Alors, malheureusement, ce cas n'est pas forcément fictif. Je l'ai vraiment vécu. Je vous propose un exercice de visualisation. Et j'ai pris des notes parce que sinon, après, je vais dépasser le temps. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Marcel et vous allez vous imaginer à la place de sa fille pour réaliser ce qu'elle a ressenti lors de la situation qu'elle a vécue. Donc Marcel, elle a 85 ans, elle souffre d'Alzheimer et elle vit chez elle avec son mari du même âge et leur fils handicapé de 50 ans. Ils ont une fille qui vient leur rendre visite quotidiennement pour soulager son papa. Donc Marcel, à ce moment-là, marche encore, elle dort dans le lit du couple et les aides ont été facilement mises en place grâce à Sophie, la coordinatrice parcours complexe du DAC, qui est en charge du dossier. Donc on la connaît déjà. La DMR passe pour les repas et le ménage et sur le choix de la fille, le service d'aide à domicile, donc la DMR n'est pas sollicitée pour la toilette pour ne pas perturber Marcel par un changement trop fréquent d'aide à domicile et c'est vraiment judicieux pour des patients comme Marcel. Un jour, Marcel est hospitalisé pour une altération de l'état général.
Après quelques semaines, un retour à domicile est envisagé, mais la date n'est pas clairement définie. La fille téléphone un mardi à l'assistante sociale du CHU qui l'informe qu'elle n'a pas encore eu d'infos par le service, donc que sa maman n'est pas encore sortante ce jour-là. Et pourtant, 1 heure plus tard, des ambulanciers déposent Marcel chez elle, incapable de tenir debout, dans son fauteuil de salon. Puis les ambulanciers repartent. Il n'y a aucun matériel prévu pour le maintien à domicile. Donc la fille appelle le médecin qui lui rédige en urgence une ordonnance pour un lit médicalisé, un lève-malade, et ensuite elle va appeler Alpha Santé Service, donc le prestataire, pour leur demander la livraison du matériel pour sa maman, et le matériel va être livré l'après-midi, donc bravo les prestataires. Le matériel arrive, mais personne dans la maison ne sait servir du lève-malade, et le technicien, qui normalement n'a pas légalement le droit de toucher le patient, va quand même aider la fille à installer sa maman dans le filet pour le lève-malade et à la déposer dans son lit. Donc la fille doit également appeler, elle va également appeler la DMR pour savoir si un passage pour la toilette est possible, mais il n'y a pas de disponibilité à la DMR. Donc elle va contacter le DAC, donc toujours Sophie, qui est une collègue de Julie, pour demander de l'aide. Et elle a également besoin de rééducation, Marcel. Donc, elle va m'appeler, la fille, pour la rééducation en urgence. Elle a une prescription basique. Moi, j'ai aucun compte-rendu de la part du service pour me guider dans ma rééducation. Et à ce moment-là, je vais lui trouver une place en urgence, parce que justement, le principe du maintien à domicile et de travail, je priorise certains patients. Et je vais la voir 2 jours plus tard. Donc ensuite, pour la toilette, Sophie, elle a pu échanger avec un autre service d'aide à domicile, l'AMSAP, qui peut passer en urgence, mais ne peut pas passer le week-end. Et personne ne peut lui assurer que la prise en charge de sa maman pourra durer après les 10 jours de dispo. Elle est en liste d'attente pour le SIAD, donc un service aussi de soins à domicile, qui n'est pas dispo avant plusieurs semaines. Et le cabinet d'infirmier de son foyer ne fait pas la toilette. Donc moi, le jeudi, je passe à domicile pour la rééducation et je vois bien que madame ne peut pas se mettre debout toute seule. Et moi-même, j'ai besoin de matériel pour l'aider à se lever. Le matériel n'a pas été prescrit par le CHU, malheureusement. Le week-end arrive et Marcel est plus mal en point qu'on imaginait et incapable de se bouger seule et hyper raide. Elle est tellement mal, elle vomit, elle a également des désordres intestinaux, donc c'est pas forcément terrible. Et c'est sa fille qui va se faire aider de ses enfants pour sa toilette. Donc finalement, la semaine suivante, en milieu de semaine, l'AMSAP annonce qu'elle s'est organisée pour maintenir son passage après les 10 jours, donc c'est déjà un bon soulagement. Mais Marcel, elle n'est pas en forme, elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle fait des fausses routes, elle se laisse descendre doucement, elle retournera à l'hôpital et décédera quelques semaines plus tard. Donc là, en fait, en bilan, vous imaginez bien la charge mentale pour la fille qui a dû tout gérer. L'assistante sociale intervient, il y a le service du CHU où est Marcel, il y a le DAC également, il y a le médecin traitant, il y a les infirmières à domicile, il y a la kiné, il y a la DMR, il y a l'AMSAP, il y a les ambulanciers, il y a les prestataires de services à domicile, de soins à domicile. Donc ça fait 10 membres à inclure dans le parcours de Marcel et aucun échange entre eux, ou très très difficilement. Donc un stress de logistique pour la fille et du stress aussi pour nous parce qu'on a envie que nos patients aillent bien et cette impression d'inachevé. Donc ça, c'est vraiment un retexte à travailler tous ensemble. Donc justement, je vais vous raconter la même histoire avec Parceo quand tout le monde est connecté dessus. Donc avec l'appui aussi de la coordination de la CPTS qui a appris à connaître les professionnels de santé du secteur. Donc le service du GHU accède à Parceo et se connecte au dossier de Marcel. Il peut alors échanger avec le médecin traitant, les infirmières, les autres membres du cercle de soins sur l'état de Marcel et puis ensuite sur sa sortie à venir. L'assistante sociale va se mettre en relation avec le DAC pour connaître la situation de Marcel à domicile et les besoins probables à son retour. Et pour prévoir le retour à domicile, les conditions sont partagées à tous les intervenants en même temps. Donc le kiné est ajouté au cercle de soins pour la rééducation. La DMR prévient donc de son impossibilité de prendre en charge la toilette à cause du manque de personnel. Le DAC donc va demander à l'AMSAP ses dispos et on cherche une solution pour le week-end. Et en fait, moi je me suis renseignée, certains infirmiers du territoire peuvent faire la toilette si besoin. Donc là, à ce niveau-là, j'ai déjà la solution. Les aides à domicile et la kiné indiquent leurs besoins de matériel pour la prise en charge. Les ambulanciers sont prévenus du besoin de transport sanitaire et préviennent la famille de leur passage pour que l'accueil de Marcel se passe au mieux. Donc là, en fait, on a vraiment la différence entre les deux et la baisse de charge mentale pour tout le monde. Et la fille, elle ne gère pas la logistique. Donc la preuve par A plus B. Utilisons Parceo.
Merci Claire Bernier. Leïla Dragota, donc je vous ai présenté, vous êtes aussi infirmière libérale, hein, et on a besoin de cette information. C'est-à-dire que la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on a bien fait son travail? Mais pour la plupart des professionnels, on fait très bien son travail. Par contre, c'est l'information qui est absolument centrale. Comment on arrive à partager l'information? C'est le problème en fait de cette transmission qui n'est pas forcément faite entre les professionnels de santé du territoire, professionnels libéraux, et aussi ce lien ville-hôpital au niveau transmission qui n'est pas forcément faite au moment voulu. Donc Vous nous, avez décidé de contribuer, c'est-à-dire commencer à faire une liste un petit peu de ce qui était important de mettre dans Parséo pour pouvoir justement aller vers cette étape d'utilisation de Parséo. oui, c'est ça. Moi, en tant qu'IPA ou infirmière libérale, puisque voilà, je travaille aussi à l'hôpital en, en partiel, pardon, et j'ai pu avoir accès en fait au service de diabétologie qui est vraiment volontaire pour créer ce dossier en fait qui serait important pour le libéral, pour le domicile, ce dont on a besoin pour un retour à domicile efficace, en fait, pour la prise en charge d'un patient. Et vice-versa, en fait, on nous demande aussi à nous, en tant que professionnels libéraux, de pouvoir avoir un outil qui permettrait à l'hôpital de mieux gérer son patient quand il arrive hospitalisé, surtout sur les hospitalisations programmées, bien sûr. Il y a un grand enjeu, c'est évidemment la connaissance des entrées-sorties d'hôpital pour pouvoir justement anticiper. Dans l'exemple que donnait Claire il y a quelques instants, on a finalement une très grande réactivité, y compris des prestataires, mais c'est l'information préalable qui manque, c'est le manque d'anticipation, quoi. C'est ça. Sur Parséo, on a une indication quand le patient est hospitalisé, quand elle est validée, bien sûr, hein, quand elle est activée, ce qui permet de savoir quand le patient est hospitalisé. Donc, toutes les informations peuvent être données à ce moment-là et quand il va sortir. Donc, si elle est activée, on peut gérer le patient en amont, en fait. Voilà. Alors pour faire cette coordination, il y avait évidemment les DAC. Hein. En l'occurrence, vous, Julie Samois, vous êtes donc sur le dispositif d'appui à la coordination 51. Et c'est le DAC qui a pour mission de coordonner le parcours de soins, de fluidifier le parcours, et puis alors à la fois pour les dimensions de prise en charge santé, mais aussi pour tout ce qui est médico-social autour. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, on coordonne tout le parcours de soins et de santé du patient, que ce soit à tous les niveaux, autant sur la santé, sur le versant social. Et notre rôle à nous, c'est de pouvoir informer, orienter au mieux les patients, contacter tout le cercle de soins du patient avec son accord, donc que ce soit les infirmiers, les médecins, les kinés, mais également les services sociaux, une assistante sociale de secteur, un CLIC, voilà. Tout ça autour du patient pour qu'on puisse trouver des solutions à ces difficultés. Alors justement, d'après vous aujourd'hui, quelle est la plus grande urgence? Quels sont les premiers pas à faire? Il y en a déjà eu de faits, hein, mais quels sont les prochains pas, on peut plutôt dire, à faire pour ce lien ville-hôpital, pour raffermir ce lien et rendre les choses plus simples? Donc déjà, ce qui est à mettre en valeur, c'est que, comme le disait Laïla, maintenant on est informé aussi sur les hospitalisations, ce qui nous permet quand même, nous, en tant que coordinateurs, de faire à la fois de la prévention, pour dire sur l'hôpital, attention, j'ai vu que mon patient a été hospitalisé, de pouvoir contacter le service et de pouvoir anticiper, donner des informations, parce que la communication, ça fluidifie les parcours et ça permet aussi d'anticiper les sorties pour prévenir aussi tout le monde. Ce qui est amélioré, je pense que c'est l'accès via la messagerie sécurisée et le compagnon aussi Parséo pour tous les professionnels en direct, qu'on puisse justement créer cette messagerie et qu'on puisse échanger tous ensemble. Moi, j'ai déjà des cas des patients c'est le cas, où en fait on peut échanger avec les équipes mobiles du CHU et c'est super intéressant. Quand il y a le médecin dans la boucle, quand vous avez le CLIC, les infirmiers, on est au courant de tout au même moment. Et ça, je pense que c'est un gain de temps pour nous aussi, coordinateurs, plutôt que de se dire, alors, je dois appeler l'infirmière, mais alors l'infirmière, du coup, elle est peut-être pas disponible tout de suite, donc je rappelle après. Et la kiné, peut-être également, donc je lui laisse un message. Et puis, le médecin, c'est Apicrypte. Et puis, la collègue du CLIC, c'est peut-être un autre biais. Là, on a un seul outil et c'est un gain de temps énorme.
Ça a l'air de rien, mais c'est vrai que le fait de pouvoir distribuer ou disposer de l'information au bon moment, quand on a besoin en tant que professionnel de ne pas aller, ne serait-ce qu'écouter sa messagerie, d'ailleurs ça peut être des fois un peu pénible, d'aller directement sur la plateforme qui va bien, ça c'est quand même un gain énorme en termes d'organisation. Hilde Bier, donc au niveau du CHU de Reims, donc vous êtes directrice des services numériques, qu'est-ce qui se fait en ce moment? Et on peut quand même aussi souligner que c'est un peu le choc des structures, c'est-à-dire que vous êtes hôpital avec énormément de salariés, toute une organisation propre à l'hôpital, et en face vous avez des structures quelquefois d'assez petite taille, des médecins généralistes, etc. Est-ce qu'on peut raccorder tout ça et quelle est la vision aujourd'hui que vous nourrissez par rapport à ça? Il faut et on Il faut doit. le faire, ça c'est sûr. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, je pense que pour répondre à la crise, c'est vraiment un des leviers. Alors, je ne dis pas que c'est le seul, bien sûr, mais c'est un des leviers. Nous, on a réécrit l'année dernière le schéma directeur. Le deuxième, il y a 4 axes stratégiques. Le deuxième, c'est redonner du temps aux soignants. Et le troisième, c'est fluidifier les parcours patients et entre autres avec la ville, faire ce lien avec la ville. Donc là, pour moi, Parceo répond à ces 2 axes stratégiques. Comme on l'a répété plusieurs fois, et je suis très contente de l'entendre parce que ça a été un gros boulot de mettre ce lien et d'informer. C'est vrai que c'était suite à des événements avec les libéraux où on me disait mais mon patient est hospitalisé, je suis même pas au courant, où il est décédé, je suis pas au courant. Je comprenais, c'était une grosse frustration. Donc on a vraiment bien travaillé avec Pulsi, on a réussi à mettre ce lien et je vois que ça sert tous les jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est-à-dire qu'il y a des alertes, il y a des notifications, c'est ça ou... Exactement. En fait, maintenant, les flux sont très normés. C'est grâce à ça aussi qu'on a pu aller relativement vite. On pense toujours que le numérique, c'est très rapide à mettre en place, mais voilà, on a passé quand même une bonne année de boulot avec Pulsi à le mettre en place. Et oui, à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'il y a un mouvement, on appelle ça des mouvements à l'hôpital, voilà, une entrée, même un passage des urgences vers l'endocrino, par exemple, ou un autre service, ça envoie un message tout simplement à Parceo pour indiquer ce transfert du patient. Pierre Bernier? Oui, en fait, pour ceux qui utilisent déjà Parceo, qui utilisent uniquement la messagerie sécurisée, il faut savoir que ce flux arrive à partir du moment où on a créé un dossier de coordination sur Parceo et où on est membre du cercle de soins. Donc ça, c'est vrai que c'est une étape supplémentaire, mais il y a vraiment ce besoin de créer le dossier. Beaucoup, j'en entends. Qu'on soit dans le cercle un peu de... Voilà, tout à fait. Il faut vraiment être identifié dans le cercle de soins. Donc ça, le DAC le fait, puisque lorsque le DAC est saisi du besoin, le DAC va créer le dossier patient. Après, l'objectif, c'est effectivement que ça soit créé également à l'hôpital pour que nous, on ait juste à se rajouter au cercle de soins. Alors justement, Hilde Bier, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est compliqué quand on fait ce travail-là à l'hôpital? Un petit retour d'expérience de votre part pour les personnes que ça va intéresser. Qu'est-ce qui est compliqué quand on est au CHU de Reims et qu'on doit justement implémenter un système numérique comme ça où on va pouvoir notifier les entrées-sorties d'hôpital? Qu'est-ce qui coince? En tout cas, qu'est-ce qui a coincé, qui était compliqué chez vous? Pour étendre à tous les patients, vous demandez? Vous m'avez dit que c'était un an de travail, donc je m'intéressais à ce qui avait constitué cette année de travail. Pourquoi il faut... Alors, même si les flux sont de plus en plus normés, il faut se mettre d'accord sur la case A chez Pulsi et la case A chez nous. Donc ça, voilà, il y a un travail pour être sûr. On ne peut pas prendre de risque d'une mauvaise identification patient. Et oui, le gros travail, il est sur l'identitovigilance. Être certain d'adresser le bon mouvement au bon patient. Tant bien, parce qu'on va en parler tout à l'heure de ça. C'est vrai que c'est un point important, parce qu'il faut qu'on rentre dans le cercle, mais correctement. Il ne faut pas que ça passe, faut pas qu'on arrive de travers dans le système, quoi. C'est numérique. Donc, et là, le gros boulot qui reste, c'est plutôt juridique. Pour étendre à tous les patients, on est en train de travailler, parce qu'on a un devoir d'informer le patient si on échange des informations sur lui. Sûr. On a un devoir de l'informer, donc on est en train de voir comment informer tous ces patients pour lesquels on transférerait des informations. Docteur Céline Lucas-Croisier, donc vous êtes avec nous en direct. Vous avez entendu ces quelques témoignages. Déjà, peut-être avant d'aller sur les questions de messagerie, une remarque ou un constat de votre part, ou peut-être une réaction à ce que vous avez juste entendu avant? Mais écoutez, je ne fais qu'approuver tout ce que j'ai pu entendre. Effectivement, ça nous laisse un champ de partage d'informations qui est quand même très large aujourd'hui avec cet outil. Et donc, effectivement, l'objectif pour moi, c'était de pouvoir témoigner de l'utilisation de la messagerie sécurisée
de Parséo. Peut-être à travers deux exemples relativement récents que j'ai pu expérimenter. Le premier était avec le docteur Aline Hurtaud, qui est médecin généraliste à Reims, qui m'a sollicité au sujet d'un patient que j'avais déjà vu en consultation, un patient qui a diabète de type 2, et pour lequel elle se posait des questions d'adaptation de traitement avec l'évolution de l'insuffisance rénale. Et donc, le premier contact a été pris par mailing classique et on a rapidement basculé la conversation sur Parséo, ce qui nous a permis d'adapter en direct le traitement selon la situation de façon également très sécurisée. Et là, en vous en parlant, je me pose juste la question de la limite entre cet avis très ponctuel et une possible téléexpertise. Voilà. Ouais, c'est-à-dire directement passer à l'étape suivante, quoi. Tout à fait, en sachant que là, ça a pris quelques minutes de part et d'autre. Donc, est-ce que ça justifie une telle expertise? En fait, c'est une telle expertise, mais qui est extrêmement rapide, pour le coup. Donc, si vous a satisfait, c'est cette messagerie qui est sécurisée, qui est assez facile d'emploi. Il y a l'enjeu du déploiement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser une messagerie tout seul non plus. Il faut être nombreux pour pouvoir avoir un système qui fonctionne. Là, en l'occurrence, sur la messagerie, effectivement, il faut que le professionnel ait déjà son compte, ce qui est quand même assez simple, et le déploiement se généralise de façon assez rapide pour cette messagerie. Ici, on voit qu'on va avoir besoin de comptes équipes, c'est-à-dire d'avoir toutes les personnes d'une même équipe qui sont connectées, d'avoir des... On peut créer des comptes équipes sous la messagerie ? C'est l'objectif, effectivement, puisque ce que mentionnait tout de suite Leïla, c'est qu'il va y avoir un travail qui est déjà initié entre la CPTS Val de Suippes et le service de diabétologie pour échanger en amont, au cours et en aval de l'hospitalisation. Et dans ce cas, nous, au sein du service, c'est pas une seule infirmière ou un seul soignant qui est responsable, puisque c'est l'équipe. Et donc, à terme, on va avoir besoin de créer un référent équipe et une équipe sur le plan informatique pour pouvoir répondre à tour de rôle pour la prise en charge de ce patient. Avez-vous quelques questions ici dans la salle ou à distance? On a donc un micro à disposition qui est juste ici. Et à distance, n'hésitez pas à formuler vos questions sur le fil de discussion. Moi, j'ai tout ça qui est relayé ici. Donc voilà, c'est le temps des questions. Est-ce que quelqu'un voulait intervenir sur ces aspects pour pouvoir poser des questions ou éventuellement faire des propositions ou formuler quelques remarques sur ce qui vient de se dire et sur cet enjeu primordial qui est de fluidifier les liens ville-hôpital? On l'a vu à travers Parséo, mais vous avez peut-être d'autres considérations à partager. Est-ce que quelqu'un lève la main? Je ne vois pas trop de... Si, monsieur, parce qu'on est un peu à contre-jour, nous, forcément, avec les éclairages. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, Damien Crouzet, je suis vice-président d'une ESP dans le Bas-Rhin, près de Strasbourg. On avait eu une présentation de Parséo il y a 1 an et demi à peu près, pour essayer de la mettre en place dans le cadre de notre ESP. Et on a été très vite, on a tous adoré accrocher à la messagerie, mais très vite limité par les outils qui nous permettent de coordonner. On a eu une deuxième phase de travail sur le parcours du patient DT2. On souhaiterait en fait améliorer sa prise en charge et on aimerait présenter un parcours de soins si on pouvait l'intégrer dans la plateforme pour faciliter les échanges de transmission de données. Voilà. Donc ça, on est venu avec ce projet, le travail, un pré-projet. Ça, c'était la première question, savoir si on peut transmettre ce genre d'informations. Et la deuxième, c'est un problème de... Pardon, je suis un peu ému. C'est normal, vous êtes... Il y a une grosse assemblée. Hein. Bah voilà, c'est normal. J'ai pas l'habitude. C'est de pouvoir savoir si je suis libéral, infirmier libéral. Je travaille dans un cabinet où on travaille à 6. On a des remplaçants qui sont de temps en temps temporaires, qui viennent, qui vont. Et par rapport à la donnée de sécurité qu'on va évoquer plus tard, on se posait la question de savoir si on pouvait avoir une adresse mail qui permette de transférer l'information
à l'ensemble des professionnels d'un cabinet et pas d'avoir 36 000 pions qui reçoivent tous l'information, parce que moi, quand je suis en congé, j'aimerais aussi de temps en temps être en congé pour raccrocher mon Parséo et pas avoir à transmettre à des remplaçants qui sont occasionnels, alors qu'on pourrait avoir une adresse unique de contact pour l'ensemble du cabinet et justement favoriser ce transfert d'informations. Qui peut répondre à ces questions? Jonathan Lotz, directeur de Pulsi, où on peut vous transmettre un micro sur scène. Venez sur scène, comme ça on vous verra aussi. Ou là, voilà. Très bien. Alors, deux questions finalement en une, sur cette question qui est très pratico-pratique. On a évidemment des rotations au sein des équipes, on a des congés, et puis il y a là aussi le type d'informations qu'on peut diffuser. Merci en tout cas pour les questions et votre prise de parole. Il y a plusieurs éléments de réponse. La première, est-ce que Adelin et Emmanuel sont présents? Est-ce que vous... Voilà. Donc vous avez Adelin Fischmann, chargé d'affaires de Pulsi sur le département 67, qui est à votre disposition pour actualiser votre projet et reprendre avec vous la façon dont on peut vous proposer d'embarquer dans Parséo avec toute l'ESP. Sur la question du parcours spécifique, je vais être assez transparent. On a une liste de parcours attendus qui doit tourner autour de 30 ou 35 parcours à configurer avec des demandes qu'on essaye, et c'est, je pense, notre responsabilité collective de rationaliser. Parce que si on vous propose au final 35 parcours, 40 parcours, 50, vous-même, vous allez avoir du mal à vous en sortir sur quel parcours sert à quoi. Donc, on a aujourd'hui un parcours générique qui, à mon avis, est déjà bien adapté, mais à votre disposition pour en discuter, pour déjà faire de la coordination entre professionnels de santé libéraux autour du dossier patient. S'il y a des manques sur ce parcours de coordination, on a un club utilisateur constitué qui finalement liste toutes les attendus, toutes les évolutions attendues, et on est engagé auprès de vous, et notre éditeur s'y engage contractuellement, à 3 montées de version de l'outil Parséo par an. Voilà. Donc c'est une par trimestre, sauf l'été. Et on tient à peu près ce rythme-là, ce qui fait qu'on enrichit l'outil au fil de l'eau. Très rapidement pour la suite, parce que le temps est extrêmement compté, Jonathan Lotz. À la fois, on vous pose des questions complexes et on vous demande d'y répondre brièvement. Je sais, il y a une petite contradiction, mais très brièvement pour la suite. Alors, très brièvement, en complément de ce qui a été évoqué sur la table ronde, peut-être 2 précisions. Et Hilde Biais a été très attentive à pas nous mettre trop en lumière chez Pulsi sur les notifications de mouvement et les travaux en cours. Nous avons des travaux en cours avec notre éditeur, on l'espère d'ici fin d'année, qui vont permettre d'automatiser la création du dossier patient et la connaissance que l'hôpital va fournir du cercle de soins. Donc là, on est sur un blocage fonctionnel qui n'est pas encore au point. L'éditeur y travaille et on fait le maximum pour... Justement, on a une question sur la création du dossier patient via le webinaire. La question est, qui crée le dossier de coordination si le patient n'est pas suivi par le DAC? Je ne sais pas si Claire Beignet voulait réagir, ou quelqu'un de l'équipe, ou directement Jonathan Lotz. Tout le monde est en capacité de créer le dossier patient. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles attendues ou définies. Voilà. Ça peut être le médecin traitant, ça peut être le spécialiste qui le juge pertinent, ça peut être le service hospitalier. Le bémol, c'est que l'opération est manuelle. Donc, il faut faire l'exercice de saisie. Ça peut être le DAC, qui le fait beaucoup. Voilà. L'exercice est manuel, il faut saisir le nom, le prénom, les traits d'identité pour être sûr de ne pas se tromper de patient et d'aller, maintenant que c'est compatible, interroger le service INS pour avoir l'identité nationale de santé sur le sujet. Merci à toutes et à tous pour ces témoignages. On est sur des témoignages effectivement assez contraints, puisqu'on a des ateliers qui nous attendent en fin de matinée. Merci, on peut vous applaudir. Merci d'avoir accepté de nous retracer ces expériences. J'appelle le Dr Beume, Dr Rossignon et Stéphanie Royer pour la seconde séquence autour de Parséo. Merci de vous installer sur scène et merci surtout de votre présence. Vous pouvez vous installer où vous voulez. Allez-y. Voilà, les sièges qui vous paraissent les plus confortables, c'est tous les mêmes d'ailleurs.
on est bien. Pour évoquer à nouveau Parséo, docteur Philippe Böhm, il y a effectivement beaucoup d'enjeux. Il y a les maladies chroniques, il y a le vieillissement, qui sont deux éléments à prendre en compte et qui doivent encourager les actions de prévention. On va parler de prévention un petit peu aussi sur le territoire. Il est important de mieux connaître son territoire pour mieux anticiper, mieux accompagner. On parle de responsabilité populationnelle avec, par exemple, on peut prendre cet exemple-là, et en plus c'est dans votre domaine, la responsabilité populationnelle appliquée au parcours du diabète, notamment le diabète 2. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, à titre d'introduction, vous avez raison, les maladies chroniques, c'est l'enjeu actuel, c'est l'enjeu de demain. 1,4 milliard de personnes vivant avec un diabète en 2050. Et puis on vient de dépasser les 1 milliard de personnes vivant avec une obésité dans le monde. Donc, puis avec ce qui a été dit sur la médecine de premier recours qui va avoir beaucoup de mal aussi avec tous ces médecins qui vont partir en retraite. Donc l'enjeu est difficile. Ce sont des maladies complexes, évolutives, de sévérité variable, d'où la nécessité d'un cercle de soins dès le départ, voire même avant, pour la prévention, et en fonction des comorbidités et complications qui peuvent leur être attribuées. Donc, que faire ? Oui, comment on fait pour mieux connaître son territoire ? Parce qu'on s'y prend on prend par quel bout le sujet ? Alors, on le prend par l'historique qu'on a déjà. On le prend par le fait qu'il y a un petit peu de liens. On parlait de liens tout à l'heure, puisqu'il y a des programmes d'éducation thérapeutique, par exemple, qui sont coordonnés par les mêmes personnes entre l'hôpital et la ville. C'est pas suffisant encore pour les soins de premier recours. Il y a des parcours de soins, il y a des chaînes de soins qui sont parfois rompues pour les personnes, donc c'est tout l'enjeu. Et pour mieux structurer, mieux construire, mieux reconstruire les parcours de santé, eh ben, il y a la responsabilité populationnelle qui permet de mettre tout le monde, libéraux, hospitaliers, patients, et je sais que France Asso Santé est dans la salle, administratifs et tutelle, autour de la même table pour construire des parcours, alors pas standardisés, hein, il y a une médecine personnalisée là-dessous, mais avec des indicateurs et des guides pratiques selon le degré de sévérité. Et tous ces parcours sont co-construits avec des patients partenaires. Et l'idée, c'est de les intégrer dans des projets collectifs, des actions qui ressortent de ces réunions, un besoin d'éducation thérapeutique coordonnée, un besoin de partage d'informations, et c'est là que Parséo intervient, pour que les parcours soient structurés, intégrés, adaptés aux besoins des personnes, pour que les personnes vivant avec ces maladies chroniques aient le bon soin au bon moment, au bon endroit, par les bonnes personnes, et que tout le monde échange autour. Et c'est là qu'intervient donc le système d'information. On commence à travailler sur ce qui existe déjà, hein, puisque Parséo est très impliqué dans la responsabilité populationnelle, notamment à Troyes. Il y a un outil pour le parcours diabète de type 2. Nous, on le découvre, on y travaille, et encore une fois, tous ensemble. On a eu une réunion la semaine dernière. Et d'où encore une fois, cet enjeu numérique pour améliorer nos pratiques collectives sur les parcours patients. Docteur Rossignon, vous avez-vous un projet de responsabilité populationnelle également, je crois, hein ? Oui, c'est le même. On se connaît bien. Oui. Exactement le même, en fait. Voilà, c'est ça. On discute régulièrement sur ce sujet. Donc, on n'en est qu'au début. Hein, c'est-à-dire que là, on est en train de définir les besoins du territoire. Et en fonction de ça, on définira nos besoins auprès de Pulsi, qui participe aussi à ces réunions-là, d'ailleurs, pour définir effectivement au niveau technique ce qu'il nous faut pour suivre le patient correctement. Les bénéfices qu'on peut en attendre de ce travail, ça va être une meilleure anticipation, un dimensionnement éventuellement de la santé. Moi, je pense que le premier bénéfice, c'est pour le patient, c'est d'éviter la perte d'information
Et puis, évidemment, pour les professionnels, les intervenants de tout à l'heure l'ont bien dit, à partir du moment où les professionnels gagnent du temps, ben, ils sont, et les aidants, hein, pour le coup, du cas qui nous a été rapporté, on est plus à l'aise, on évite le burn-out. Et donc ça, c'est essentiel pour tout le monde, oui. Donc les outils, il faut quoi? Le DMP, le Parceo? Quels sont les outils qui vont bien avec cette démarche? Moi, j'aimerais bien que le DMP et Parceo soient en lien. Pour l'instant, ils ne communiquent pas. C'est deux outils complètement différents. Le DMP, c'est plus un stockage d'informations. Donc, pour retrouver une information dedans, c'est très compliqué. Et alors que par CO, on est dans une fluidité de discussion, enfin, style WhatsApp. Donc, on est dans l'actualité de l'événement. C'est un peu le principe, hein, c'est ça. Oui, mais il devrait y avoir des ponts, par exemple. Moi, j'aimerais bien, par exemple, là, utiliser Parceo pour la vaccination. On va avoir la vaccination de la grippe. Si on veut augmenter la vaccination de la grippe, eh ben, il faudrait que les professionnels de santé entre eux s'informent de qui a vacciné qui, en temps et en heure, et donc de pouvoir ensuite en parler avec le patient, parce qu'on va savoir s'il n'a pas été vacciné, du coup. Et ça, ces informations-là, ça pourrait être un parcours Parceo d'actualité, mais qui soit ensuite implémenté dans le DMP pour qu'ensuite on retrouve tout le parcours de vaccination de la personne. Il y a aussi l'éducation thérapeutique qui a été évoquée il y a quelques minutes. Ça, c'est un point important pour la qualité des soins et ça peut aussi, pourquoi pas, faire l'objet d'un parcours. Alors, l'ETP, c'est une brique d'un parcours qui est essentiel. C'est pas un parcours en soi, mais il ne peut pas y avoir de parcours sans ETP. Oui, il y a comme une chaîne d'information qui aboutit à une bonne éducation thérapeutique, oui. Savoir qui a donné l'info. Oui. Et là, on a besoin de l'ARS sur l'ETP, parce qu'on a besoin d'une vision de l'ARS pour savoir comment on construit l'ETP sur le territoire. Et pour l'instant, tout le monde peut faire de l'ETP et donc personne en même temps. Enfin, c'est très déstructuré et on a besoin d'une structuration de l'ETP sur le territoire. Qui fait quoi, quand, où? Ça, on n'a pas pour l'instant au niveau de la stratégie. Donc, je lance un appel à l'ARS pour que la structuration de l'ETP se fasse sur le territoire. Voilà. La stratégie de l'ARS nous est essentielle. Donc, quand on aura ça, on saura qui fait quoi, et donc on pourra inscrire l'ETP. Il est dommage, par exemple, que un même patient puisse avoir différents ETP et que notamment l'équipe de soins autour du patient n'en soit pas tenue informée. Donc on ne sait pas vers quoi il faut favoriser le parcours du patient. Docteur Bum, vous vouliez réagir? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvie, d'autant plus, il y a déjà un outil qui existe. Il s'appelle LIGO-ETP. Alors, il faut idéalement qu'il y ait une passerelle avec un système plus intégré comme Parceo, mais l'outil numérique existe. Après, effectivement, c'est la coordination des acteurs de l'ETP sur tout le parcours patient, et il n'y en a pas qu'une ETP, elle dépend aussi de la sévérité de la maladie, de l'évolution, parce que la maladie chronique, hein, c'est toute la vie. Et puis il y a aussi une affaire de pertinence, tu l'as très bien dit. Hein. Parfois, on se rend compte qu'il y a eu une ETP et le patient arrive dans un service hospitalier, on recommence des choses, etc. Et le lien là-dedans, c'est aussi le patient. Donc il faut qu'il ait lui aussi accès à toutes ces données de son éducation thérapeutique. Vos réactions, Stéphanie Royer, vous avez un micro là, où vous pouvez emprunter celui-ci, c'est très bien. Moi, je peux que vous rejoindre. Alors, je travaille pas du tout dans la maladie chronique telle que certains l'imaginent. Je travaille en pathologie cancéreuse. Voilà. Ouais. Pathologies cancéreuses qui sont maintenant des maladies chroniques. Donc, on est rentré dans l'ère de l'éducation thérapeutique il y a déjà quelques temps. Je ne peux que vous rejoindre, Madame Rossignon, sur la nécessaire implication de l'ARS pour nous permettre de bien suivre cette coordination, pour être un lien avec la proximité du patient, parce qu'on a, nous, des patients qui sont éloignés géographiquement de notre site, donc ça nous permettrait de communiquer efficacement et pas faire de doublons, c'est inutile. Et nous, dans notre établissement,
comme nous sommes aussi maintenant une maladie chronique, on a engagé les démarches pour formaliser un parcours par CO pour le cancer du sein et les tumeurs de la tête et du cou. Donc on est loin de certaines expérimentations comme nos collègues de Reims nous ont présenté tout à l'heure, puisque nous travaillons depuis le mois de janvier à la création, formalisation de ce parcours. Alors, on avait mené déjà depuis de longs mois la réflexion, on y va pas. Je peux que rejoindre Monsieur Lotz, parce que quand vous avez dit il ne faut pas que le système nous impose plus de contraintes que de bénéfices, alors ça nous tient en haleine tous les mercredis après-midi dans notre groupe interne où on travaille avec nos correspondants de Parceo, Pulsi. On a fait des ateliers métiers pour bien déterminer les champs de ce qu'on voulait et de ce qu'on ne voulait pas. Alors nous, on avait quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était de ne pas avoir, par exemple, à ressaisir les données d'information et d'identité patient, parce que le premier bénéfice, c'est redonner du temps aux soignants. Je crois qu'on est tous d'accord sur le sujet. Donc ça n'aurait pas été de rendre du temps aux soignants que d'avoir à ressaisir de données qui existaient déjà dans notre DPI. Donc ça, c'était quelque chose qui était pour nous un prérequis indispensable. Normalement, c'est bon, l'interopérabilité va être efficace. Donc, nous ne ressaisirons pas. Donc, c'est le premier gap. En parallèle, on travaille forcément à nos organisations parce qu'il n'est pas question que la messagerie type WhatsApp tombe sur tout le monde et qu'on ne sache pas qui fait quoi. Donc, nous avons fait le choix, nous, de faire reposer cette expérimentation, puisque c'est encore alors de l'expérimentation, sur notre équipe parcours coordonné pour centraliser. Puis l'objectif, après, ça serait qu'on l'étende à l'ensemble de nos services et puis qu'on puisse développer après, ultérieurement, des parcours pour toutes nos patho-cancéreuses. Mais on voit bien l'intérêt, enfin toute l'importance des réunions métiers que vous indiquiez, parce que c'est ça qui va finalement structurer l'outil, c'est ce que les professionnels en disent. Alors, les réunions métiers, nous, on a fait le choix de la constituer en pluridisciplinaire en interne et d'y impliquer vraiment nos acteurs de soins parce que faut pas se leurrer. Le cœur de métier d'un soignant, c'est le patient. On met des outils numériques, normalement au bénéfice d'eux, mais il faut qu'ils soient impliqués dès le départ dans la démarche. Donc, on a fait des étapes de présentation de l'outil et ensuite, on s'est imaginé qu'est-ce qui pourrait correspondre à chacun des cœurs de métier concernés. Alors, c'est vrai, la première crainte, mais on va nous appeler tout le temps, on va être devant notre écran tout le temps, il va falloir répondre. Alors, il fallait déjà lever un petit peu ces craintes-là et structurer ce que nous, on en attendait. On a laissé, nous, la parole à chacun dans le groupe et chacun à la même place. On a ma collègue ici présente qui est notre chef de projet sur le sujet, a pas plus de poids que nos infirmières ou nos assistantes de coordination de parcours dans leurs souhaits. Et ensuite, on teste. Et aujourd'hui, on en est à l'étape des tests. Et ça, c'est aussi important. Alors, évidemment, tout ça dans une perspective qui est le thème de notre journée, qui est le lien, là, dans ce sens-là, hôpital-ville. À un moment donné, quand le patient va quitter l'ICL, dans les deux sens. Notre choix n'est pas le lien hôpital-ville en priorité. Ouais. Notre choix, c'est ville vers nous. D'accord. C'est notre premier pavé. Et ce qu'on a choisi, c'est de travailler ville-hôpital. D'accord. Parce que tant que le patient est au sein de l'ICL, bon voilà, tout est géré. La question, c'est quand il sort. C'est pour ça que je pensais à ça, mais c'est aussi quand il rentre. La première question, c'est qu'il arrive à rentrer. Et qu'il soit donc détecté plus tôt. Voilà. Parce que plus rapidement il rentre, meilleur est le pronostic. Voilà, c'est ça aussi. C'est certain pour toutes les pathologies cancéreuses. Pour les cas de chance. Et nous, notre premier objectif, c'était de simplifier l'entrée dans les parcours et le recours des acteurs libéraux vers nous. Parce que prendre son téléphone, je pense, pour des praticiens libéraux, pour solliciter un avis, ils enchaînent leur consultation, c'est pas forcément simple. Nous contacter via Parceo, quand il peut se poser, même si c'est à minuit, nous, on traitera sa demande dès le lendemain. Alors, pour conclure cette session, je vais demander à Olivier Croissant de Pulsi de nous rejoindre, de Wided Alwan également, si elle peut venir avec nous, et Sarah Djebara, qui sont respectivement donc... alors, on va voir Olivier Croissant, bonjour.
Oui, non, mais on a aussi un pupitre, vous en faites pas. Et Wided Alouane, chef de projet déploiement chez Pulsi, si vous pouvez également vous placer alors, à ce moment au pupitre. Et Sarah Djebara, chargée de projet régional à l'ARS Grand Est. Olivier Croissant, il y a le rôle majeur des CPTS également dans tout ça. Alors, effectivement, c'est une information complémentaire qu'on vient vous apporter aujourd'hui. Pulsi s'est associé à une démarche proposée par l'ARS de faire un appel à projet pour mettre en place un réseau d'ambassadeurs par CO, parce que vous l'avez bien compris, pour éviter toutes ces ruptures de prise en charge, il faut se coordonner, et ce n'est pas que en mettant en place un outil que ça marche. Il faut bien avoir des ambassadeurs de la coordination, des gens qui sont sensibilisés à l'exercice coordonné, qui arrivent à le mettre en œuvre et qui en même temps apportent l'outil sur le territoire. Donc on est parti de ce constat de la masse d'acteurs de santé existants, et on voit qu'aujourd'hui on est encore au balbutiement de la coordination. Et donc je vais laisser la parole à Sarah et Wided pour présenter le résultat de cet appel à projet. Merci Olivier, bonjour à tous. Alors effectivement, c'est un projet qu'on a constitué depuis presque un an avec l'appui de l'ARS, et c'est vraiment un objectif et un levier dans la stratégie de déploiement de Parceo, d'accélérer le déploiement et de s'appuyer sur des professionnels de santé qui sont réellement le point fort finalement du déploiement de ce service-là. Donc, dans le cadre de cette expérimentation, on lance cet appel à projet avec une expérimentation de 6 mois. Je vais laisser Sarah peut-être présenter les éléments de cadrage de l'ARS. Merci, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter, comme le disait Wided, après un an de concertation partenariale entre l'ARS, Pulsi, mais également ses partenaires régionaux, qui a pu mener finalement à l'expérimentation ambassadeur Parceo. L'enjeu, en fait, pour nous, c'était vraiment d'aller vers les professionnels de santé en nommant un binôme, voire même un couple d'ambassadeurs médico-administratifs, permettant en fait de faire de l'aller vers, d'aller sur le territoire, directement au contact des professionnels de santé, et pour mettre en place finalement toute cette expérimentation, c'est une première, que ce soit dans notre région mais également en France, et pour mettre en place toute cette expérimentation, on a fait le choix de passer via un appel à projet qui permettrait aux CPTS de pouvoir candidater et de porter sur leur territoire mais également sur leur département cette expérimentation ambassadeur durant 6 mois, et qui mènerait à un conventionnement avec l'ARS via l'octroi du fameux FIR, le Fonds d'intervention régional, pour le dire un peu plus grossièrement, l'enveloppe financière. Voilà. Une démarche qui va quand même démarrer avec une formation. Pulsi, Wided, si tu veux en toucher un mot. Bien sûr. Donc, les ambassadeurs, on va vous présenter tout à l'heure la liste des CPTS ambassadrices retenues, vont bénéficier d'un programme d'intégration, de formation intensive pour vraiment leur permettre d'être à l'aise dans leur mission, avec des formations principalement sur l'outil Parceo, sur la manière dont faire la promotion, former les professionnels sur Parceo sur leur territoire, des éléments aussi de communication. On va les intégrer aussi dans nos pratiques de communication, mais également de la communication, sensibilisation sur des services socles. Notamment, on parlait tout à l'heure avec le docteur Rossignon de la synchro, du lien entre Parceo et le DMP. Ça arrive dans les prochaines fonctionnalités de Parceo, et ce sera effectivement le moment pour les ambassadeurs aussi de prendre ces informations-là, de se former, parce qu'il y a déjà aujourd'hui la consultation DMP Parceo vers le DMP, et prochainement l'alimentation. On va aussi les préparer à ça, leur donner ces informations-là, concernant aussi l'identito-vigilance et forcément des notions de cybersécurité et juridique également. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce qui vient d'être présenté? Oui, monsieur, on va vous donner le micro tout de suite. Et ensuite, on refermera cette séquence, donc n'hésitez pas si vous avez des questions maintenant. Donc Jean Perrin, je représente les usagers du système de santé au sein de France Assos Santé, et je suis interpellé quand même. On est souvent effaré de cette fracture numérique, si vous voulez, au niveau de l'humain, et cette réticence
Et j'étais dans un cabinet dentaire il y a quelques jours, il y avait 3 patients comme moi, jeunes ou vieux, on parlait d'informatique, ah non, moi le numérique, jamais, etc. Cette réticence par rapport à l'objet, et je dirais qu'au même titre qu'il y a des réunions métiers, qu'il y a des réunions de coordination, il va falloir que vos ambassadeurs viennent également près des patients pour leur expliquer l'utilité de cet outil. Olivier Croissant. Oui, merci Jean pour la question. Alors d'un point de vue patient, la philosophie c'est que c'est compliqué pour les patients d'accéder à plein d'outils, il y en a plein partout, donc il y a un outil, c'est Mon Espace Santé. Voilà. On ne va pas tergiverser à fournir des accès aux patients. Il y a un sujet dans la démarche Parséo pour fournir un accès patient. Pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour d'ouvrir un accès patient à Parséo. On fera des notifications aux patients pour dire voilà, vous avez des choses à faire, des plannings, des rendez-vous qui ont été mis en œuvre dans le cadre d'un parcours. Donc on poussera de l'information aux patients sur les voies traditionnelles d'information, sur la messagerie citoyenne, etc. Mais unique outil, Mon Espace Santé, ça c'est la règle. Voilà. Oui. Je prends la parole 2 petites minutes. Je suis ici. Ah, vous êtes là. Oui, docteur Ariel Brunner, je suis la directrice Bonjour. de la santé publique Oui, très bien. à l'agence et en charge de l'ETP. Donc merci en tout cas d'avoir mis l'éducation thérapeutique en lumière. Vous le savez, hein, c'est un enjeu majeur pour nous et donc merci pour ça. Et l'appel, il est entendu, bien sûr. On en a déjà échangé notamment avec le docteur Beum. Et les travaux vont s'engager cette année. On a déjà fait un état des lieux sur les programmes de TP. La deuxième étape, c'est pour mettre en œuvre les recommandations de l'évaluation qui a été menée il y a quelques mois maintenant. C'est de travailler justement sur cette planification de l'offre. Mais on ne la fera pas tout seul. On la fera avec vous. C'est une stratégie de l'agence, mais qu'on va bien sûr construire avec vous. Donc je voulais vous dire que le message est bien reçu et bien pris de notre côté. Et on compte sur vous pour avancer aussi sur ce sujet. Pour un bon déploiement de Parséo, il faut des ambassadeurs. J'en profite pour rebondir sur le sujet de l'ETP, parce que j'avais 2 choses à dire tout à l'heure, c'est que Parséo est interfacé au DMP, mais Parséo va aussi s'interfacer avec l'IGO-ETP. Voilà, très bien. Pour répondre à la question. Voilà. Et pour les ambassadeurs, donc la liste retenue, je laisse la parole à mes collègues. Alors, il y a le Val de Suippe, tiens, Claire Bernier va être contente. Ouais. Donc effectivement, on a la CPTS Val de Suippe avec Claire Bernier ici présente. Bon, c'est pas forcément dans l'ordre, mais donc voilà. Donc la CPTS Val de Suippe a été donc retenue avec donc Claire Bernier, donc qui est coordinatrice et masseur kinésithérapeute. Julia Triquet, coordinatrice également. La CPTS Ardennes Rive de Meuse donc a été retenue également avec Madame Powells, infirmière, et Monsieur Baudin, préparateur en pharmacie. La CPTS de métropole nancéenne avec donc le docteur Rossignon en binôme, donc docteur Antoine Canton et monsieur Olivier Babel. La CPTS Vallée de Lagny avec en binôme donc F. Kleiser, donc infirmière IPA et présidente de la CPTS, ainsi que le docteur Rémi Colson, médecin généraliste. La CPTS Massif Vosgien avec Amandine qui est peut-être dans la salle. Donc Amandine Grossi, coordinatrice de la CPTS. Et donc la deuxième personne va la rejoindre en fin de semaine. Et donc la CPTS Strasbourg-Ville, donc avec Julien Boringer, président de la CPTS, donc le binôme d'ambassadeurs, et donc Karine Schindler, donc coordinatrice de la CPTS, et Caroline Val, infirmière libérale à Strasbourg. On félicite toutes ces CPTS pour l'embarquement. Merci. Merci, on peut vous applaudir également. On va passer à l'étape suivante. Merci beaucoup pour vos témoignages, Dr Rossignon, Dr Beum et Stéphanie Royer, et puis aussi à l'équipe de Pulsi pour ce qu'on vient d'entendre. On vient d'entendre citer justement Olivier Babel. Je vous invite à me rejoindre, Olivier Babel. Vous êtes donc infirmier libéral, membre du conseil d'administration de la CPTS Métropole nancéienne, et vous allez nous parler de l'expérimentation DOME. Donc DOME, 4 lettres pour dispositif d'accompagnement pour les utilisateurs multiples des urgences. On a effectivement un sujet sur ce point, Olivier Babel. On va faire un focus très, très rapide. On a un dispositif d'accompagnement parce qu'effectivement, quand on a des utilisateurs qui viennent et qui reviennent aux urgences, généralement, c'est qu'il y a quelque chose derrière et on pourrait peut-être avoir quand même un meilleur parcours qu'une venue répétée dans ces services qui sont en plus largement sollicités. Oui, bonjour à tous. Donc, en fait, le dispositif DOME, effectivement, a été créé il y a 18 mois, un tout petit peu plus de 18 mois,
sous l'impulsion de Romain Hellman, médecin conseil à la DGARS. La mission a été confiée au DAC de porter ce projet. C'est une étroite collaboration entre le DAC et le service d'accueil des urgences. Donc on parlait tout à l'heure de lien ville-hôpital. Je pense qu'on est vraiment même encore au-delà, puisqu'on peut parler vraiment de continuum d'équipe. Le lien a vraiment été important et instauré entre ces deux équipes-là. Donc, pour faire un petit peu un résumé de comment se déroule l'action, les patients qui sont usagers dits fréquents sont signalés dès leur 4e passage dans l'année lycée au service d'accueil des urgences. Et à partir de ce moment-là, un travail d'équipe et d'échange est fait entre les équipes du DAC et les équipes des urgences. Les équipes du DAC se mettent en relation avec les travailleurs sociaux, enfin les assistantes sociales, pardon, du service d'accueil des urgences. Les documents sont récupérés, essentiellement les comptes rendus de passage aux urgences. Donc tout ça est implémenté dans Parceo. Souvent, on le disait tout à l'heure, il faut commencer par créer le dossier patient. Et ensuite vient un travail vraiment d'enquête, de fil rouge, puisqu'il faut aller à la pêche aux informations, essentiellement pour reconstituer le cercle de soins, trouver qui intervient, tout l'écosystème de professionnels qui intervient autour de ces patients-là. Et ensuite vient tout le travail de reconstitution d'informations sur ce parcours complexe. Ce qui a été mis en évidence, c'est que ça a permis de déconstruire un tout petit peu toutes les idées, ou en tout cas les idées préconçues qu'on se faisait sur ce type de patients. On sait que les usagers fréquents, c'est à peu près 10% des personnes qui passent aux urgences. Avec le fait de s'intéresser à eux, de mener un peu l'enquête sur ces personnes, ça renseigne beaucoup. C'est-à-dire que ça permet effectivement de pouvoir derrière déplier une organisation qui correspond à ces profils. Oui, complètement. Il a été, les résultats de l'étude, je ne vais pas les mettre en avant, mais en fait, il est sorti de ces enquêtes-là qu'il y a 4 grands profils d'utilisateurs, santé mentale, consommateurs de produits divers, l'alcool, drogue. C'est ça, les gens en situation de précarité au niveau de la santé. Et le 4e, le maintien à domicile impossible. Ouais. Donc en fait, effectivement, l'enquête est longue et ça permet vraiment de pouvoir collecter de l'information très précise, de mettre en place l'écosystème et de voir quelle offre de soins il est possible de leur apporter. Alors les grandes conclusions pour l'instant de cette expérimentation, c'est qu'on peut effectivement mettre en face de ces personnes qui réitèrent des passages aux urgences, on peut mettre en face une organisation qui soit plus efficiente et qui libère un peu les urgences et qui surtout permette un parcours de soins de meilleure qualité. Oui, complètement. L'idée, c'est de créer une proposition de rencontre avec ces personnes-là. Il y a d'abord une première information qui est faite par le service des accueils des urgences, c'est-à-dire que les personnes sur place les informent qu'ils vont être contactés par la suite par les services du DAC. Là, ensuite, s'installe vraiment début de discussion avec le patient. On lui propose une visite à domicile, on lui propose de venir à sa rencontre, de l'écouter et de voir un petit peu quelles seraient ses attentes et comment nous, on peut venir répondre avec l'équipe qui intervient autour du patient, de venir apporter cette solution-là. Il y a même un fonctionnement qui est en cours d'automatisation. Qu'est-ce que vous entendez par ça ? Oui, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le premier frein en fait, à la prise en charge de ces gens, ou en tout cas à la réactivité qu'on pouvait apporter, c'était le signalement. Pour le moment, en fait, le signalement du 4e passage se fait par intervention humaine. Donc, en fait, comme tous les services, et particulièrement les services d'urgence, sont quand même ont une charge de travail assez importante. C'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en place, c'est-à-dire on s'est rendu compte que l'automatisation de cette déclaration pourrait nous permettre de gagner du temps. Donc tout l'objet du travail avec Pulsi pour le moment, c'est effectivement de pouvoir automatiser cette déclaration de 4e passage et l'implémentation des documents dans l'outil numérique et le dossier du patient. Merci pour cette information, Olivier Babel. On peut vous applaudir. Merci, c'était intéressant. Et en fait, ça fait partie de ces problèmes. Il suffit juste de les citer pour se rendre compte effectivement on sait qu'il y a un souci avec ça et qu'il faut forcément aller vers d'autres solutions. Je vous propose qu'on passe à la dernière étape avant les ateliers concernant cette matinée, avec un point absolument crucial qui est évidemment, si on entre dans des systèmes numériques, la question de l'identito-vigilance. Et j'appelle sur ce point le docteur Arnaud Etienne, Sophie Pernet et Catherine Torlotin, si vous voulez bien
me rejoindre. On va évoquer les procédures que vous avez mises en place et quelles sont, à votre avis, les meilleures façons de travailler avec cette question de l'identité. Alors, il y a plusieurs enjeux. Il y a déjà l'enjeu que le professionnel de santé puisse bien lui-même s'identifier pour accéder à ces outils numériques. Ensuite, il y a évidemment l'identification du patient. Il faut pouvoir être certain de cette identification et qu'on n'ait pas plusieurs identifiants qui se promènent dans les bases de données. Et puis, il y a ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, l'accès à mon espace santé, à tous les services numériques. Mais c'est vrai que pour pouvoir accéder à ces services numériques, il faut quand même une certaine rigueur nécessaire. Et surtout, la question de la vigilance sur l'identité est absolument essentielle. Docteur Arnaud Etienne, sur ce point, il y a déjà tout simplement l'identification des professionnels. Ça, c'est le point essentiel. Il faut déjà, en tant que professionnel, pouvoir s'identifier correctement. Et ils ont, les professionnels, comme tout le monde, y compris les patients, un INS qui leur correspond. Oui, alors comme tous les patients, donc les professionnels comme les patients pour l'identification, pas particulièrement différents de n'importe quel autre patient. Les patients, du coup, plutôt que les professionnels pour l'identification au moment de la prise en charge, c'est un sujet sur lequel l'historique de création des identités a été relativement différent en termes de pratique entre les structures, entre les professionnels de santé libéraux, les structures hospitalières, les structures médico-sociales. Et donc l'apport de l'INS comme outil de fiabilisation de l'identité est un élément essentiel, mais l'INS est un outil et il doit être absolument accompagné de bonnes pratiques d'identification par les différents professionnels au moment de l'accueil. Alors justement, un petit rappel de ces bonnes pratiques aujourd'hui, c'est quoi les bonnes pratiques pour vous ? Les bonnes pratiques d'identification du patient. Identification primaire, on va distinguer les deux, l'identification primaire, l'identification secondaire. L'identification primaire va être essentiellement centrée sur l'identité numérique, la création de l'identité numérique du patient. Et pour faire le parallèle, l'INS est une identité numérique, pour autant elle est constituée de traits d'identification. Ces traits d'identification vont devoir être les mêmes entre professionnels de santé. L'apport de l'INS met en évidence des pratiques différentes dans le choix du nom de la personne, dans le choix du prénom de la personne, liées à la manière dont on s'identifie tous, comment je me présente quand on m'interpelle, et finalement, quels sont les traits d'identification communs que je vais partager entre tous les professionnels. Alors, les problèmes de santé auxquels peuvent mener les problèmes d'identité, Catherine Torlotin, c'est quoi? On peut avoir quel genre de soucis de ce que vous constatez vous-même? Alors, les soucis qu'on peut rencontrer lorsqu'il y a des problèmes d'identité, c'est de créer des doublons de dossiers patients. Et à partir du moment où on crée un doublon de dossier patient, on peut avoir une perte dans le parcours de santé de ce patient. Un patient qui va venir, donc moi en imagerie, qui va venir faire des examens régulièrement. Si on n'a pas une identité correcte et une bonne identification du patient, il peut avoir plusieurs dossiers. Et donc du coup, s'il vient pour une pathologie pour laquelle on doit faire un suivi, eh ben, on peut avoir une limite en fait dans son suivi en fait. On peut avoir l'impression que c'est anecdotique comme sujet et que ça se produit pas, mais ça se produit, hein. Ça se produit, on fait tout pour ne pas que ça se produise, mais effectivement, ça se produit parce qu'on est plusieurs acteurs. En fait. Le problème, c'est qu'une fois que le nom est rentré et qu'on a plusieurs identités, c'est comment ressortir tout ça du système numérique. C'est pas toujours facile de... Alors, c'est pas toujours facile, effectivement, une fois que c'est enregistré, c'est enregistré. C'est pour ça que derrière, nous avons des équipes qui travaillent beaucoup sur la fusion de dossiers ou sur des liens pour rattacher ces dossiers entre eux, pour justement éviter donc cette perte de chance au niveau du patient. Sophie Pernet, vous faites comment, vous, au CHRU de Nancy? Parce qu'il y a un peu de monde quand même à étiqueter, entre guillemets. On a toujours en tête les étiquettes à l'hôpital, mais il faut étiqueter beaucoup de monde dans les systèmes informatiques. Déjà, au niveau des pratiques, on a des pratiques qui sont simples mais très strictes. Notamment, chaque patient qui se présente doit fournir une pièce d'identité. L'identité est créée avec cette pièce d'identité, puis validée en présence du patient. Ensuite, on procède à la qualification de l'identité via le recueil de l'INS et la confrontation des données de la pièce d'identité et de l'INS, donc l'identité est alors qualifiée. Le patient est acteur de sa sécurité, de ses soins tout au long de cette admission. On l'interroge déjà par des questions ouvertes, de façon à ce qu'on ne l'influence pas sur les réponses.
On l'invite à relire son jeu d'étiquettes pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Et toute modification d'identité est faite avec une nouvelle pièce d'identité. On ne fait pas de modification d'identité sans document justificatif. Ensuite, tous les jours, quotidiennement, on étudie des listes de potentiels doublons d'identité. Il y a un travail de petite fourmi qui est fait au quotidien. Il y a du personnel au CHU qui est vraiment sur ces questions d'identité. Oui, alors ça peut paraître peu, mais on a 1 personne et demie, donc ça fait une grosse charge de travail. Et donc, on travaille en collaboration étroite avec le DIM, parce que dès l'instant où on procède à des fusions d'identité, en cas donc de doublons avérés, on regarde dans les dossiers médicaux s'il y a une cohérence. On ne fait rien comme ça sans l'accord du département d'information médicale. C'est très strict. Est-ce qu'on peut retrouver ces pratiques aussi chez les libéraux, en tout cas transmettre les bonnes pratiques? Vous avez une expertise, c'est au cours des années, il y a beaucoup de monde qui passe dans l'hôpital, donc ça vous a conduit à ces systèmes, à ces organisations. Est-ce qu'on peut transmettre ça à des structures de plus petite taille? Je parlais tout à l'heure dans la précédente table ronde de choc des structures. C'est vrai qu'un hôpital avec des milliers de personnes, ce n'est pas exactement le même schéma que pour une petite structure de santé. Donc, comme je l'ai dit, les pratiques d'identité-vigilance en soi ne sont pas compliquées. Il faut juste être strict et toujours être dans la même ligne de conduite, ne pas déroger à ce qu'on a défini. Donc ça peut effectivement être appliqué partout, recueillir une pièce d'identité, remplir l'identité au vu de cette pièce, ce n'est pas des éléments compliqués. Le patient est également acteur dans cette complétude de dossier. Ensuite, valider l'identifié, recueillir l'INS, la qualifier quelque part. Si on reste sur des règles simples et qu'on prend référence, qu'on regarde le référentiel national d'identité-vigilance, c'est facilement applicable. Alors on a justement un témoignage en vidéo cette fois qu'on va pouvoir écouter, voir comment ça se passe avec la question de la procédure qui est enclenchée. Je vous propose de regarder cette vidéo et puis de réagir à ce témoignage. Voilà, comme vous l'aurez vu, ce n'est pas vraiment un témoignage, c'est plutôt une série de bonnes pratiques. C'est le témoignage, c'est une autre vidéo qu'on verra tout à l'heure. Mais alors ça, c'est effectivement un peu l'idéal, c'est la façon dont on doit se comporter finalement autour de l'identité-vigilance. Docteur Arnaud, pour harmoniser, est-ce qu'il y a quelques clés pour essayer de trouver, on est sur cette journée, lien ville-hôpital, on vient de voir comment ça fonctionnait à l'hôpital, comment on fait pour harmoniser tout ça entre les petites équipes, les grandes équipes et les différents profils de soignants? Important de bien identifier. Docteur Étienne, du coup. C'est pas grave.
Docteur Étienne, c'est pas grave. Et je dis docteur Étienne, je dis voilà, je me suis trompé sur la vidéo, le docteur Étienne. C'est mon quart d'heure où je perds pied. Donc, docteur Étienne, pardon, oui. Non, aucun souci. Je reviens un tout petit peu sur ce qu'on vient de voir, si vous permettez. C'est vrai que c'est un travail qui a été fait par la cellule régionale identité-vigilance, coordonné avec Ségolène Bard, qui est dans la salle, qui est notre référente régionale en identité-vigilance, et avec l'aide des différentes structures qui ont contribué aussi au message. La petite vidéo qu'on a vue, elle a vocation à impliquer le patient dans l'identification, la fiabilité de l'identification, et lui faire comprendre par des messages simples toutes les étapes où on attend qu'il participe, essentiellement, et puis rappeler les étapes clés. Comment est-ce qu'on fait pour partager? C'est vrai qu'on a évoqué les doublons. Les doublons, c'est chez soi, dans sa structure, dans son établissement, dans son cabinet d'imagerie, dans son cabinet de ville. J'ai plusieurs identités pour une même personne et je vais perdre de l'information au lieu de la regrouper pour une seule même personne. L'enjeu très fort qui a été évoqué, c'est le lien ville-hôpital, c'est comment est-ce que je partage l'information entre des professionnels différents. Et là, pour le coup, on est sur comment est-ce que je vais rapprocher l'information d'un patient portée par une identité avec les informations que je connais déjà de ce patient, avec l'identité que j'ai créée chez moi. Et donc ce rapprochement des deux identités, c'est une étape clé. Elle se fait effectivement sur cette identité et sur cette INS, qui est vraiment, encore une fois, l'outil qu'on développe, qu'on déploie pour fiabiliser, pour sécuriser cette identification. Avant l'INS, on est sur les traits de l'identité. Les bonnes pratiques ont été évoquées. Il y a, là aussi, quand on prend l'historique, le développement du numérique en santé a amené l'identité numérique de santé pour permettre le partage des informations dans un cercle de confiance. L'identité numérique en santé permet, si tous les acteurs l'utilisent, d'être dans ce cercle de confiance et de se dire la même personne est identifiée avec les mêmes bonnes pratiques. Et donc, je peux, en sécurité, me dire que les informations que je lis concernent la bonne personne que je suis en train de prendre en charge. Comment on diffuse le RNIV, qui est quand même l'outil clé. Vous pouvez rapprocher un petit peu le micro. Pardon, le RNIV, qui est l'outil clé qui a été, là aussi, partagé en termes de règles de bonne pratique. Comment est-ce que je dois décrire l'identité? C'est vraiment l'outil de base qu'il faut prendre en main. La cellule régionale identité-vigilance qui existe et qui est animée encore une fois par Ségolène dans la salle, vient en appui, là où il peut y avoir des difficultés d'interprétation, de compréhension du RNIV. Très bien. Sophie Pernet, juste un mot quand même sur ce que ça représente, parce qu'on ne se rend pas toujours compte dans un système hospitalier. Il y a aussi les archives, il y a toutes les bases de données à prendre en compte. C'est pour ça que c'est un gros boulot aussi. Oui, donc à chaque fois qu'on effectue une modification d'identité, effectivement, on informe tous les logiciels métiers et tous les différents intervenants. Nous avons encore quelques dossiers papier, de l'archivage papier, donc effectivement, à chaque fois on contacte donc les archives pour qu'il y ait soit un éclatement des dossiers ou un rassemblement des informations sur le même dossier. Alors les problèmes qu'on rencontre fréquemment, c'est quoi? C'est les noms qui sont identiques, c'est les doubles tirés dans les doubles patronymes. C'est qu'est-ce qu'on rencontre de plus souvent, Sophie Pernet, à l'hôpital? Donc les doublons d'identité, oui, par exemple, c'est vrai que les procédures, la prise d'identité a évolué, notamment par rapport aux doubles tirets, aux apostrophes. À un moment donné, dans notre logiciel métier, on ne prenait plus les tirets, les apostrophes. Avec l'INS, on les a réintégrés. Donc, si la recherche des patients n'est pas faite de façon procédurée, effectivement, on peut être amené à recréer un nouveau dossier, une nouvelle identité pour un patient et avoir deux identités pour le même patient. Catherine Torlotin, de votre expérience, là où il faut vraiment être vigilant Vigilant, oui, il faut être vigilant au quotidien. Il faut l'être, mais je veux dire, là où vous avez trouvé qu'il y avait des pépins qui se glissaient dans la machine. Des pépins dans le sens par rapport à ce qu'on avait dit. Ouais, c'est quoi? C'est les doubles tirés, c'est. Alors, on retrouve exactement les mêmes problématiques. Mêmes problématiques, exactement. Ouais. Les doubles tirés, les noms avec des apostrophes, les prénoms composés. On retrouve exactement les mêmes problématiques d'identité, exactement. Après, il faut c'est les règles précises qu'on a mises en place qui permettent de limiter ces risques d'erreurs d'identité. Mais malgré tout, ce qui nous a beaucoup apporté, nous, c'est la mise en place de l'INS.
Par rapport à l'hôpital, eux, ils étaient déjà avec la carte d'identité. Donc, merci parce que vous avez éduqué les patients à l'utilisation de la carte d'identité. Nous étions à la carte vitale. Et la carte vitale, la carte d'identité, il y a beaucoup de différences, en fait, malheureusement. Et le fait maintenant de reprendre la carte d'identité et d'avoir un INS nous permet d'avoir un identifiant commun, en fait. Le patient, auteur aussi et acteur de son identité. Ça, c'est un point important, Catherine Torlotin. Alors oui, effectivement, c'est un point important puisque de plus en plus maintenant, quand on qualifie un dossier d'un patient, on va après, derrière, déverser dans le DMP le compte-rendu. Pour l'instant, on met le compte-rendu. Avec les futures évolutions, on y mettra aussi les images et d'autres données. Mais pour l'instant, le compte-rendu. Et l'avantage qu'il y a par rapport au patient, c'est que lui, étant acteur, il peut décider de dire, ben voilà, moi je veux que tel médecin puisse voir mon dossier, je peux le partager, je veux pas le partager. Et c'est là où c'est important, c'est que il n'est plus simplement passif, il devient moteur en fait dans son dossier et dans son identité.